l'universalité de la pensée de Baldwin qui finalement dépasse les frontières. Est-ce que l'un de vous va en parler? Bonsoir. Pour répondre aussi à la question est-il sorti aux États-Unis, il faut savoir qu'il vient de battre un record il y a 2 semaines. Il est devenu le film indépendant le plus lucratif de tous les temps. Il a atteint la somme phénoménale pour un documentaire de 7 millions, ce qui est énorme. Et apparemment, là, il est en fin de vie aux États-Unis, il est sorti en février, et il va, comme ça, aller sur les plateaux, sur les plateformes, et apparemment, il y a énormément de commandes, et il va avoir un succès encore plus phénoménal sur les plateformes Amazon, etc. Alors, pour l'universalité de Baldwin, oui, comme vous l'avez bien compris, comme vous l'avez ressenti, James Baldwin est un auteur humaniste et qui était vraiment normé sur des questions qui aujourd'hui nous touchent de plein fouet, sur la race, sur le sexe, sur la différence, sur ces histoires, sur la place de l'autre dans une histoire dominante. Et oui, c'est un auteur majeur. Il est décédé il y a 30 ans, en fait, son anniversaire, cette année, le 30e anniversaire de la disparition de James Baldwin en France, chez nous, à Saint-Paul-de-Vence. Et hélas, au même moment où on redécouvre Baldwin dans le monde, sa maison à Saint-Paul-de-Vence, dans laquelle il a vécu, il n'a jamais eu de maison, il a eu une maison de 70 à 87, où tout le monde est venu à Saint-Paul-de-Vence, est en train d'être détruite par des bulldozers, par des promoteurs qui veulent transformer ça en parc pour riches, etc. Il y a une pétition en ligne pour essayer de la sauver, mais c'est très très difficile. Mais voilà, Universal, Baldwin l'est assurément. Oui, parce que finalement, ce que nous enseigne Baldwin, c'est que l'on soit une femme, que l'on soit noire, que l'on soit homosexuel, ou que l'on fasse partie d'une quelconque minorité, son écriture est faite pour nous aider à comprendre la dimension de cette identité plurielle qu'on peut avoir. Alors, oui, peut-être, bonsoir à tous et à toutes. Peut-être en complément de ce que Samuel vient de dire, c'est effectivement un grand écrivain, un grand penseur, un grand intellectuel, universel, travaillant l'universalité, mais une universalité intelligente, une universalité qui embrasse toutes les diversités. C'est un peu comme à l'image de cette salle, c'est un ensemble, c'est un espace, mais il y a divers visages, diverses personnalités, diverses expériences de vie, et c'est ça qu'on retrouve dans son œuvre. Et je crois que c'est aussi cette grande capacité qu'il a dans son travail, dans ses romans, dans ses essais, de donner une dimension collective à une expérience de vie personnelle. Et on le retrouve bien dans le film, qui enchasse un peu les points de vue, le point de vue de l'écrivain, Baldwin, mais aussi le point de vue de Raoul Peck lui-même. Donc de ce point de vue-là, c'est aussi un film choral qui enchasse les perspectives et qui porte un message qui peut toucher peut-être pas tout le monde, mais beaucoup de monde. Est-ce que quelqu'un a une question en particulier sur le film ou sur l'œuvre de Baldwin ? Alors j'avoue ma méconnaissance de Baldwin comme auteur, mais j'ai été très frappée par son style, par la puissance de son style
et par une impression aussi que j'ai de quelque chose de... Alors je sais pas, je suis peut-être complètement à côté de la plaque, mais de contraste ou d'ambivalence que peut-être les figures de ces deux amis, Malcolm X et Martin Luther King, incarnent. Un mélange de grande douceur et d'une fermeté absolument tranchante et cinglante. Et on sent cette espèce de tension, je trouve, à la fois dans son texte, quand on entend la voix off, et quand on le voit parler. Et puis, à ce moment incroyable, à un moment, là, une émission télévisée où il est interrogé par un journaliste, un jeune journaliste blanc. Il défend sa thèse calmement, etc. Et puis intervient son collègue blanc, là, cet universitaire, si j'ai bien compris. Et là, il sort de ses gonds complètement. Et voilà. Et je trouve que, ce style, j'aimerais bien en savoir plus le sentiment de spécialiste sur cette espèce de double dimension de sa parole et de son écriture. Merci. C'est vrai. Le film ne montre pas l'auteur Baldwin, à part bien sûr ce que l'on entend. Pour vous brosser légèrement le personnage, c'est un gosse de Harlem, aîné d'une famille nombreuse, très 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 pauvre, qui avait une passion pour tout ce qui était littéraire. Voilà. Et il s'est nourri très très jeune de Charles Dickens, de Richard Wright, de Harriet Beecher Stowe, La pièce de l'oncle Tom, etc. Et il adorait lire, il adorait. Et quand il a commencé à écrire, il a commencé à trouver son style, vers 17 ans, il a été critique littéraire à Greenwich Village. Il a commencé à se former un style, effectivement. Mais il faut savoir que Baldwin parlait comme il écrivait. Et parce qu'il parlait très très bien, il écrivait très très bien. Et voilà, on dit que c'est un des plus grands stylistes de la langue anglaise et qu'on n'écrit plus pareil en anglais après Baldwin. Et c'est vrai, il a révolutionné le style. Et c'est pour ça qu'il a une flamboyance dans ce qu'il dit, parce qu'il est toujours rempli de ce qu'il dit. Il a toujours ce contact vital par rapport à sa vie, à son enfance et aux gens qu'il côtoie. Il a toujours une vision de là où le bas blesse, et il creuse, on ne peut pas le prendre en faute. On peut dire qu'il est enragé, on peut dire qu'il est furieux, mais on n'a jamais vu quelqu'un lui dire qu'il était dans l'erreur. Et parce qu'il était formé très jeune, parce qu'il a été prédicateur aussi à l'âge de 14 ans jusqu'à 17 ans, ça l'a formé aussi à la langue, au langage de la Bible, à la cadence de la Bible. Et donc, il a cette formation de pouvoir être plein dans ce qu'il dit et de le dire de manière la plus précise, la plus claire. Et c'est ce qu'on retrouve dans ce que Raoul Peck a choisi. C'est cette précision dans l'analyse. Alors moi, je pense que c'est un homme très intelligent. Il n'a pas fait d'études universitaires, parce qu'il fallait à un moment donné qu'il... son père est mort jeune, enfin il est mort quand Baldwin avait 18 ans, il a été soutien de famille, et donc, mais il s'est formé en autodidacte, et c'est ça qui est fabuleux quand on écoute Baldwin, c'est cette intelligence fine et vive. Jean-Paul Roty, oui, qui est universitaire, quel est votre point de vue sur l'intellectuel Baldwin? Alors, peut-être pour revenir sur la question sur la forme, une grande douceur et une grande fermeté. Un des surnoms qui était donné à Baldwin, un des surnoms donnés par, notamment dans les mouvements politiques qu'il pouvait fréquenter, était celui de flamboyant queen, de reine ou de pédale, pour dire les choses exactement, de pédale flamboyante. Et il y a cette
cette ambivalence-là aussi, hein. C'est-à-dire quelque chose d'éclatant, de fluide, de limpide. Et effectivement, là, on retrouve toutes les influences littéraires qui ont nourri l'écrivain qu'il allait devenir. Et puis, il y a aussi la fermeté héritée de la lecture de l'Ancien Testament, et également dans la forme, un travail sur la façon d'orienter le lecteur dans le changement de point de vue. Et ça, c'est très très bien fait dans le film de Raoul Peck. Ça, c'est très très bien fait. Ce travail sur le montage, sur la façon dont les perspectives sont enchâssées. L'écriture de Baldwin, elle est porteuse de ça. Elle joue d'un changement de perspective permanent. Elle appelle le lecteur, elle le fait entrer dans le texte et elle le fait considérer les choses depuis un autre point de vue. Et ça, par rapport à la question de la division raciale et de la division de toutes les identités, c'est absolument primordial. Et je voulais juste rajouter qu'il a inventé le pronom nous, je, comme tu dis. On ne sait jamais s'il parle du point de vue du noir, de l'américain, de l'être humain, quand on le lit. C'est incroyable. Donc il vous balade comme ça dans des identités et vous voyez dans le regard de l'autre. Et il a des phrases magnifiques qui durent, qui sont très très longues, avec des sous-phrases, mais vous ne le perdez pas, parce qu'il va au fil de la pensée. Donc il vous accompagne dans son raisonnement. Il voyage. Voilà. Il y a une sorte... Non, mais c'est exactement ça. En plus, en sachant que Baldwin, son auteur préféré, était Henry James. Il avait une photo d'Henry James dans son bureau qui avait été envoyée par un neveu d'Henry James, parce qu'il adorait, déjà parce qu'Henry James était un expatrié d'avant lui, et il avait, dans la sensibilité, dans la précision d'Henry James, un maître, quelqu'un qui allait lui donner une clé pour pouvoir parler au monde. Oui, il y a des questions. Bonjour. Alors j'ai découvert Baldwin à l'instant, je ne connaissais pas du tout. Et je voulais savoir s'il avait eu dans ses œuvres beaucoup de prises de position ou beaucoup développé d'autres situations que celles des Afro-Américains aux États-Unis. Et je vois qu'au début du film, donc il a vécu à Paris, au début du film, il y a une petite phrase où il parle de l'Algérie. Et par exemple, est-ce que dans ce cadre-là, il a rencontré Jean-Frantz Fanon, des personnes importantes de ces luttes, et voilà, savoir s'il avait évoqué ces choses-là et rencontré, par exemple, Frantz Fanon là-dessus. Alors, vous avez tout à fait raison de parler de Frantz Fanon, parce qu'il y a une grande communauté de pensée et d'intérêt avec Frantz Fanon. Les passages, certains passages les plus politiques et portant sur l'histoire coloniale française, publié dans l'ouvrage No Name in the Street, qui vient d'être retraduit en français et publié chez Célone, Châtelet de la Lumière. La nouvelle édition intègre des passages qui avaient été mis de côté lors de la précédente traduction, parce qu'ils portaient sur l'histoire coloniale française. Il y a certains des écrits de Baldwin qui font effectivement référence particulièrement à la situation française et à l'histoire coloniale française, comme un de ces essais très célèbres qui s'appelle Encounter on the Scene, une rencontre sur la scène, When Black Meets Brown, quand le noir rencontre le coloré ou le basané, et qui figure la rencontre entre le noir américain et l'africain sur la scène, et une sorte de rencontre où se télescope
l'Europe, l'Amérique et l'Afrique avec en arrière-fond la traite de l'esclavage et ce qu'elle a essaimé aux États-Unis. Et c'est donc effectivement un regard assez transatlantique, même si l'expérience première, c'est l'expérience africaine-américaine. Et juste pour revenir avant le film, Baldwin est en fait parti des États-Unis en 1948 parce qu'il n'arrivait pas à faire son métier d'écrivain, de jeune écrivain. Il profite d'un reste de bourse pour acheter un billet d'avion, aller, à 24 ans, et il arrive le 11 novembre 1948 à Paris. Et là, c'est du marche ou crève. C'est soit je crève à Paris en essayant de devenir ce que je veux être, et je ne reviendrai pas tant que je ne serai pas un écrivain. Il va rester chez nous 9 ans. Et durant ces 9 ans, pour répondre à ta question, il a rencontré les Algériens, qu'il appelait les nègres de la France. Il est arrivé avec 40 $ en poche qui lui ont duré 2 jours. Il a fallu qu'il se débrouille. Il a beaucoup été à Belleville. Il a rencontré les Antillais. Il a rencontré les Africains à Paris. Mais il a aussi rencontré les Blancs américains qui, une fois qu'ils étaient en dehors du pays, étaient plus libres de parler plus librement. Et donc, c'est ce regard que Baldwin il a eu chez nous pendant 9 ans qui, pour moi, justifie totalement ce film. Parce que pendant 9 ans, il s'est débarrassé d'une colère qu'il avait depuis l'enfance. C'est l'homme qui confesse. À un moment donné, il faut qu'on se dise les choses. J'avais la haine du blanc. Parce que je n'arrivais pas à rentrer dans ce monde. Mais aussi, j'avais la haine du noir, parce qu'il n'avait pas inventé Shakespeare, etc., etc. Et c'est à Paris qu'il a épuisé cette haine, et qu'il a pu enfin écrire ce premier roman, Go Tell It on the Mountain, que je vous conseille, c'est un classique immédiat. Vous le trouvez chez Rivage, ça s'appelle La Conversion. C'est ce roman qu'il poursuivait déjà depuis 3 ans, et qu'il écrira en 1953. Et avec ce roman-là, libéré vraiment, il va pouvoir s'interroger sur ce que veut dire être noir, ce que veut dire être américain, ce que veut dire être américain par rapport à européen. Et tous les articles qu'il écrira et qu'il enverra chez lui pour avoir un peu d'argent seront rassemblés un peu plus tard dans un recueil qui s'appelle Chronique d'un pays natal. On en fera un essayiste, mais il a toujours dit, je ne suis pas essayiste. Je racontais mes mémoires, je racontais ce que je vivais. Et c'est cette qualité-là qui a fait que, une fois en 1956, quand on voit Dorothy Combs, quand il descend la rue, le boulevard Saint-Germain avec Richard Wright, avec les expatriés noirs, et qu'il voit les photos de ces filles qui essayent de rejoindre les écoles intégrées, c'est là qu'il a honte. Il a dit, mince, nous on est protégés, on est à Paris, on est ici, et le combat se passe ailleurs. Mais il venait de voir les débuts de la guerre d'Algérie, et je vous conseille de lire ce livre dont Jean-Paul parle, Chassé de la lumière, qui n'a pas été compris à son époque, il est sorti en 71 ou 72, mais qui aujourd'hui est considéré comme un de ses plus grands classiques, parce qu'il parle pour la première fois de la guerre d'Algérie, et des Algériens qui disparaissaient, de ses amis qui disparaissaient, il ne savait pas où. C'est important, parce qu'il a pu se dire, les Algériens sont en train de se libérer, les Africains, c'est la décolonisation, sont en train de se libérer, et je vois un mouvement jeune des droits civiques dans le Sud, avec un jeune pasteur qui est plus jeune que moi de 5 ans, il faut que je retourne chez moi. Et en 1956, il partira en 1957, mais déjà en 1956, il savait qu'il allait retourner chez lui pour se battre, et pour tout cet héritage et tout ce background qu'il a eu pendant ces 9 ans, et cet internationalisme qu'il a libéré. Amiri Baraka disait, il est bon que des Noirs américains voyagent, parce que quand ils voyagent, ils n'ont plus le nez sur le problème, ils le voient de loin. Et Baldwin a eu 9 ans pour regarder le problème de loin, de l'analyser, d'en parler. Et donc quand il est retourné aux États-Unis, il n'était plus vraiment le Noir américain souffrant, il était un penseur.
Non, mais vous parlez de cette histoire en Algérie, des nègres de la France. Moi, ça m'amène à une question que pose le film et que je me suis posée à la suite du visionnement. Finalement, que dit James Baldwin de la construction, de la représentation fantasmatique du nègre par les Blancs, que ce soit aux États-Unis ou en France? Alors c'est une question très vaste. Je crois que ce qui est important de souligner pour peut-être comprendre le point de vue de Raoul Peck dans le film, c'est que pour Baldwin, il n'y a pas de construction de l'identité noire, africaine, américaine, qui soit dissociée de la sexualité. Et ça, c'est quelque chose qu'il souligne très fortement, très tôt dans sa carrière littéraire et intellectuelle, dès un essai qui est sorti en 1949, qui s'appelle Preservation of Innocence, essai dans lequel il explique qu'on ne peut pas comprendre la situation raciale en faisant abstraction de la sexualité tourmentée des Américains. Ça, c'est la première chose. Donc, du coup, les images que l'on voit dans le film de Raoul Peck, les images stéréotypées, la domestique, le majordome, etc., et qui sont d'ailleurs insérées dans une narration avec avant les images et après des images de la déségrégation, du mouvement de la lutte pour la déségrégation. Ça dit bien exactement ce que Baldwin faisait dans son travail d'écriture, à savoir essayer de remettre le combat des Africains américains dans le contexte, et également dans un contexte qui soit aussi psychologique, fantasmatique, qui s'intéresse à la façon dont la culture américaine, et en l'occurrence euro-américaine, a pu construire une représentation du noir très articulée à la sexualité, à une représentation très stéréotypée d'une masculinité très hétérosexiste. Et donc, du coup, ces images-là, il faut aussi les voir avec ça en arrière-plan. Alors, Baldwin n'est pas le seul à avoir fait ce travail. De façon assez contemporaine, Frantz Fanon fait aussi ce travail-là, d'essayer de comprendre la construction de la représentation et des identités noires à l'aune de la sexualité et de la place que ça peut occuper sur le plan psychologique et fantasmatique. Est-ce qu'il y a une question sur ce point ou sur d'autres d'ailleurs? Merci. Pour revenir justement sur les questions de sexualité, apparemment Jean-Paul, tu en as parlé à la radio, mais est-ce que tu pourrais repréciser ce qu'il en est? J'imagine qu'on n'entend pas parler de l'homosexualité dans le film puisque ça se base sur la voix off, donc les écrits de Baldwin, et qu'il n'en est pas question dans ce texte. Est-ce que vous pourriez évoquer le croisement justement des deux identités, celle africaine, américaine et homosexuelle, et ce que ça a pu aussi apporter dans son regard politique? Alors, Claire, je voudrais commencer à te répondre sur ce point en particulier. C'est vrai qu'on n'a pas trop développé ça à la radio, même si on l'a souligné. Pour
moi, y compris dans le film de Raoul Peck, l'homosexualité est présente. Alors, j'ai peut-être tendance à voir de l'homosexualité partout. Every man is a gay, though he doesn't know it. mais je crois que on le voit, il y a du moins une dimension homoérotique qui est soulignée, notamment à travers l'extrait de Different Ones, avec Sidney Poitier et Tony Curtis, mais aussi l'autre extrait de film avec cette séparation avec le train qui part et l'autre homme voilà, dans la chaleur de la nuit qui reste sur le quai. Et puis à un moment donné, la voix off fait référence à Lucien, alors qu'ils sont à Porto Rico, je crois, et si je ne m'abuse, ça doit être une référence à Lucien Appersberger, qui était un des compagnons, amants et compagnons de James Baldwin. L'homosexualité est centrale dans l'œuvre de Baldwin. Le problème est une affaire de perception, et on peut d'ailleurs dédoubler ça sur le plan de l'identité noire, d'ailleurs. Hein. Quand on parlait de l'Algérie tout à l'heure, etc., il y a des choses que l'on veut voir vis-à-vis des Noirs américains qui sont à Paris et que l'on ignore à propos des Algériens. Hein. Pour l'homosexualité, la critique littéraire a divisé l'œuvre de Baldwin en deux. Les fictions, les romans qui seraient consacrés à l'homosexualité où la représentation de l'homosexualité ne serait pas évacuée, et les essais où cette dimension-là serait absente. Je crois que c'est une erreur de lecture. Parce que la pensée de Baldwin et sa conception de l'identité noire est nourrie de sa conscience homosexuelle, de sa conscience gay, de façon extrêmement forte, à telle enseigne que une lecture précise des essais, de l'écriture, reproduise, en fait, permet de voir comment la dimension homosexuelle et la conscience homosexuelle travaillent le texte. Donc, pour ma part, je ne ferai pas de partition. Et je crois qu'il faut considérer l'homme et l'écrivain dans sa globalité, et le penseur dans sa globalité, dans sa façon de concevoir l'expression de l'identité comme étant avant tout plurielle. Malheureusement,